Marcel Desmart et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et je suis très heureux de vous retrouver pour débriefer un des plus grands pay-per-view de l'année, un des plus chamarrés, un des plus colorés, Crown Jewel, en direct de Riyad, en direct d'Arabie Saoudite. Et pour m'accompagner cette semaine, l'ami Chris. Ça va bien, Chris? Salut Ringside, salut peuple de Catch-Up, de retour le Ringside, de retour dans la Tag Team Catch-Up. Voilà, je viens furtivement, un petit retour vite fait bien fait pour Un blind tag. un blind tag, voilà, pour un moment historique. Voilà, bon, vous nous connaissez, un Catch-Up, le podcast qui transpire le catch, hein, qui vous résume, qui vous analyse la WWE toutes les semaines. Et c'est du boulot, hein, c'est pas toujours facile, surtout quand on est en Arabie Saoudite. Pour le show de la honte, alors, on va... Commence bien, wouh! Non, il faut dire les choses. Non, bon, après, Crown Jewel, des fois, j'aime bien, hein, quand il y a l'ami Shenomak qui Ouais, débarque, bien sûr, mais ouais. là, il n'était pas présent. Donc, enfin, c'était l'affiche de tous les exploits, de tous les records, un peu ce Crown Jewel. Hein, on sait qu'il y a l'arrivée de Tyson Fury, le boxeur invaincu heavyweight, qui vient faire le show. On a Ken Velasquez qui a débarqué, l'ancien champion, double champion de l'UFC. Ouh, pas beau, ouh. Voilà, l'oncle Le parrain, le parrain du fils de Rey Mysterio, voilà, qui vient venger son filleul le pire lâchement parrain du attaqué. monde, le pire parrain du monde. C'était le titre d'une de nos reviews dernièrement. Ouais, et c'est bien mérité. Mais la chose historique, c'est ce premier combat féminin qui va opposer Natalya à Lacey Evans. C'est la première fois que les femmes sont autorisées à catcher en Arabie Saoudite. À part peut-être dans des caves ou des endroits secrets, je ne sais pas, l'arrière des bars. Mais en tout cas, comme ça, à la télé, ça s'était jamais fait. Voilà en gros sur quoi est basé ce pay-per-view qui va démarrer comme à l'accoutumée avec un petit kick-off des familles où on aura droit à une Battle Royale qui va déterminer le challenger numéro 1 pour un match plus tard dans la soirée pour essayer de gagner le titre US détenu à l'heure actuelle par AJ Styles. Alors, une Battle Royale avec tous ceux qui n'ont pas réussi à être sur la carte principale. Je crois qu'on avait en gros... Toute la low card et quasiment tous les catcheurs participant au Roll-Up Championship habituellement. Voilà. En acceptant Humberto Carrillo, Eric Rowan et Luke Harper. C'est ça. Ouais, je crois qu'il y avait Akira Tozawa qui était là, Artrousse, je sais pas, peut-être les frères Singh, des trucs comme ça. J'ai pas le listing complet des gens de Il y cette... avait les frères Singh, Mojo Rawley, Ah si, attendez, j'ai ça. Brian Kendrick, Titus O'Neill, Tony Nese, Akira Tozawa, Shelton Benjamin, Apollo Crews, Buddy Murphy, Andrade. Ah si, j'avais oublié qu'il y avait Andrade. D'ailleurs, c'était même mon favori au lancement du combat. J'espérais que ça soit lui. J'attendais un AJ Styles Andrade, mais El Idolo, malheureusement, s'est fait sortir en 4e, je crois, ou en 5e. Drake Maverick, Eric Young, Luke Harper, Cedric Alexander, Heath Slater, Humberto Carrillo et No Way Jose, No Way Jose. Voilà, t'as la liste. La liste complète. Du beau boulot. Belle bande de losers, j'ai envie de dire. J'ai bossé ma review Crown Jewel. Ouais, je vois ça, hein, on a pris des notes et tout. Donc, alors en gros, hein, dans l'histoire, la bataille, elle est dominée par Eric Rowan et son ami Luke Harper, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils sont contents de se retrouver. C'est vrai, ils ont été séparés par la draft, les deux copains devant l'éternel. Mais ce soir, ils se retrouvent et ils vont faire des ravages. Donc, ils éliminent à peu près tout le monde. Et au final, on se retrouve avec un tiercé. Rowan, Harper et Humberto Carrillo, la jeune recrue de Monday Nitro qui avait fait des étincelles à 205 Live. On a vu aussi un petit passage à NXT. Un petit jeune plein d'avenir, mais avec une belle tête à claque. Et bien, c'est bien lui qui va profiter d'une traîtrise d'Eric Rowan qui va faire basculer Luke Harper par-dessus la troisième corde, alors même que Luke Harper est en train de faire passer Humberto Carrillo par-dessus la troisième porte. Carrillo se glisse sous la corde et il va faire tomber Eric Rowan. Et ce sera bien lui le gagnant.
de cette Battle Royale, au cours de laquelle R-Truth aura perdu son titre, ou récupéré plutôt son titre 24/7 sur un des frères Singh, les Bollywood Boys là. Ouais, dont tout le monde, grosso merdo, s'en bat les couilles. C'est vrai, et c'est un bel effort de ma part de vous résumer ce truc. Déjà, Euh, beau geste, juste le fait d'en parler. voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, victoire d'Umberto Carrillo à la surprise générale. Est-ce que tu es satisfait de cette victoire ou est-ce que tu aurais préféré autre chose? Toi, tu voulais Andrade de toute façon. Ah, moi, je Mais voulais c'est- Andrade. Moi, quand j'ai vu le line-up, je voulais Andrade, quoi, direct. Andrade, même à la rigueur, j'aurais pris Eric Rowan, tu vois, quoi, vu de ses performances de ces derniers mois. Il aurait c'est vrai. mérité d'avoir un petit title shot de derrière les fagots, tu vois, quoi, hop, en loose day, ça serait passé, quoi. Umberto Carrillo, bah, ouais, enfin, parce que voilà, il l'a affronté à Raw. Enfin, c'était trop téléphoné cette affaire du Umberto. Alors Umberto, moi, je lui trouve pas mal de similitudes avec un glorieux ancien, parce que je lui trouve beaucoup de comment dire, de points communs avec Tito Santana. Et mais comme tu le dis, effectivement, ouais, il a une bonne tête à claque. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai, maintenant que tu en parles, du coup, cette envie de le gifler me prend là. Mmh. Et du coup, bah, j'étais quand même vachement déçu et vachement emmerdé que ce soit lui qui gagne la Battle Royale. Voilà, je pense qu'il y avait au moins deux autres gars là sur le. Et même on aurait même pu mettre Luke, mais bon, voilà, ils ont choisi Umberto Carrillo. Bon, Umberto Carrillo, il est bon entre les cordes. Hein. Ouais, Il a, c'est un très il bon est, catcheur. ouais, c'est un très bon luchador. Il n'y a pas de problème. C'est un jeune. Je l'ai dit, je vais pas me renier sur ce que j'ai dit. C'est la semaine passée, enfin la semaine des weekly. Voilà, c'est un jeune. C'est bien qu'il soit mis en exposition comme ça. Donc, écoute, bon, bah, malgré ma déception, j'ai acté le fait que c'était le jeune Umberto qui prenait la place du title shot sur le titre US. Voilà, un Mexicain qui remplace un autre Mexicain. Bon, hein, on aura le match un peu plus tard. Ouais, moi je trouve que c'est quand même dommage de pas foutre un Eric Rowan sur la carte principale. On peut plus se permettre de se passer d'un Eric Rowan sur une carte principale. Mais bon, en fait, honnêtement, je l'ai pas regardé la Battle Royale, donc je pourrais pas en dire plus. Euh, La, la non-information. voilà. Non, je sais pas, j'allais me lancer dans un truc, je me dis, mais en fait, t'as pas regardé, pourquoi tu parles? Ouais, Alors, en plus c'est Andrade bah, qui aurait dû gagner ce combat, quoi. Moi je comprends pas, quoi. C'est pas possible, quoi. C'était bah, plus. dès qu'il aura appris l'anglais, Andrade, il aura droit à son push, mais pour Ouais, l'instant, quand, voilà, il faut qu'il achète les cassettes, là. Comment ça s'appelle, le truc Académie, là, English machin, là. Bon, enfin bref, on s'en fout. Alors, attaquons la carte principale. oh, faut trop. Ouais, il a le Zénith de la Vega pour lui faire l'interprète. En attendant, ça passe bien, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, allez, allons dans la carte principale. Ce kick-off était insondable. Ouais, déjà, Euh, on passait un temps dessus, incroyable. c'est Peuple vrai. catch-up, si vous voyez, on attaque fort. Si juste sur le pré-show, on en est là, qu'est-ce que ça va être? D'ici le main event, je C'est ne ça. Hein. garantis plus rien. On Je ne garantit plus. garantis plus notre sécurité. C'est bigger than life. Alors là, on lâche les pyros, hein, c'est le début du show, donc feu d'artifice dans tous les Ah, sens. mais ouais, ça pète de partout, là. Du pognon à en crever. Hein. Ils ont Ça, non, du mais là, fric, du il y fric avait là. les Pouah. millions de dollars qui dégoulinaient sur le Titantron, sur la rampe et tout. Ça faisait une espèce de flaque visqueuse de dollars. Là, c'était On incroyable. sentait sale tout de Ah, suite, mais oui, au oui, non, début mais du moi aussi. match. Ah ouais, 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 ouais. Dès l'opener, tu sens que tu vas finir la soirée salie par les pétrodollars. C'est ça. C'était un albatros qui serait tombé dans la mer, une mer infestée de sens, d'une marée noire, comme on dit. Alors, on commence fort en plus, puisque c'est rien que moi que Brock Lesnar qui ouvre le show, le champion des champions, le champion heavyweight. Il débarque, ce sera bien l'opener de la soirée, la défense du titre de la WWE, le titre historique. Le challenger, donc on vous l'a expliqué, c'est Ken Velasquez, le double champion de l'UFC, celui qui avait fait tomber Brock Lesnar à l'époque, qui avait vaincu pour prendre le titre UFC, poids lourd. Il est accompagné de Rey Mysterio, puisqu'on vient venger le Familia. filleul, la familia, le filleul, le Dominique, le fils de Rey Mysterio, mais est-ce bien son fils? Je ne sais plus. Et donc tout ça
c'est ce qui va nous donner notre premier match de la soirée. Premier match, c'est un bien grand mot. Il y a Paul Heyman qui est là aussi, hein, qui fait la présentation. La première bouse de la soirée, voilà. Voilà, le premier non-événement. Donc, Ken Velasquez se jette sur Brock Lesnar. On se tire les affaires, on se met dans le coin du ring. On fait pas de catch, hein, on fait du faux MMA. Ouais, on fait du faux MMA, On fait incroyable. du faux MMA, ça dure à peu près 2 minutes. Et là, Velasquez va mettre un coup de pied à Brock Lesnar qui va tomber au sol. Velasquez se jette sur Brock Lesnar, mais il est piégé dans une Kimura après un grand endpound très mou du genou. Et il abandonne. Un grand endpound apocalyptique. Apocalyptique, voilà, le pire grand endpound de tous les temps. Je crois que là, on peut pas faire pire. Voilà, donc 2 minutes 30, Kimura, Velasquez abandonne comme une grosse merde. Brock Lesnar ne lâche pas prise, il est parti pour lui casser le bras, et c'est bien mérité, j'ai envie de dire. Bon, tue-le, brise-lui la colonne. Mais non, puisque Rey Mysterio est là, hein, pour sauver la mise de son bon pote Ken Velasquez. Il a ramené la chaise, il tape sur Brock Lesnar. Brock Lesnar, ça lui fait pas trop mal au début, hein, il va essayer de calmer le petit Mysterio, mais Mysterio est énervé et il y va à fond. Et Brock Lesnar est obligé de battre en retraite. Paul Heyman lui dit non, pas moyen, pas ce soir. On s'en va, on rentre à la maison, prends ton manteau, on s'en va. Et Rey Mysterio reste seul sur le ring. Donc Ken Velasquez humilié, Rey Mysterio vénère, Brock Lesnar qui s'enfuit. C'est pas vraiment le début de show qu'on espérait. Que dire de ce non-match? Que dire, que dalle. Que dire, écoutez les weekly et vous verrez comment on parle de Ken Velasquez. Et si vous avez vu cet opener de Crown Jewel, vous comprenez maintenant pourquoi. Ken Velasquez, le quadruple zéro, hein, comme on l'appelle. Ouais, le quadruple zéro, ouais, c'est son petit surnom dans les couloirs des coursives de catch-up. C'était une catastrophe, comme tu l'as dit, du faux MMA, une parodie de catch. Et moi, celui que honte, un crachat envers les fans. Ah ouais, un crachat envers l'entier WWE Universe. si prompt à être indulgent et à... Non, ça va pas, non, c'était de la merde. Ouais, non, c'était de la daube. C'était de la daube totale. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est juste un angle, du coup, pour une rivalité Brock Lesnar et Mysterio, visiblement. Ouais. En fait, il y a plusieurs bonnes nouvelles malgré tout dans cette bouse. C'est que la bonne nouvelle, c'est que Brock reste champion. On est en train de nous relancer une feud. J'en ai parlé aussi cette semaine. On est en train de relancer une feud Rey Mysterio Brock qui en avait une magnifique en 2003 pour ceux qui se souviendront. Et moi, je suis tout à fait client de repartir sur une feud comme ça entre les deux. Autre chose quand même à signaler, c'est qu'on a beau penser que la bête est un monstre et un abruti total, mais en fait c'est le mec le plus intelligent du roster, puisqu'il s'est fait placer son match en opener, qu'il est venu en avion privé et qu'il est reparti, hop, en avion privé. Tout ça après avoir déboîté Kane. Merci Brock. Ouais, bravo, bien joué. Bon, pour faire un peu l'avocat du diable, faut savoir que Ken Velasquez, apparemment, il est blessé au genou. Donc il ne pouvait rien en faire, d'après ce que j'ai compris. Mais après, ils auraient peut-être dû y réfléchir avant, je sais pas. Mais bon. Même blessé au genou, je veux dire, enfin, tu l'as vu, tout le monde l'a vu, quoi. La faiblesse du in-ring. Ouais. Et un ancien UFC qui n'est pas capable de faire un grand endpound crédible. Ouais, non, c'est dur, c'est dur. C'est quand même un énorme problème. Un énorme problème. Les pires heures de Ken Shamrock. Ouais, donc voilà, on sait pas du tout ce qu'ils vont faire de Ken Velasquez du coup, parce que là, il est mort et enterré, le pauvre. Ah bah là, ouais, là. Et s'ils ont vraiment signé un deal sur plusieurs années avec lui, je sais pas ce qu'ils vont en foutre, hein, du gaillard. À moins qu'ils reviennent robotisés, quoi, mais... Bah déjà, chaudard. on n'a pas arrêté de le dire avec Irem, mais déjà, il faut qu'il bosse à la salle, il faut qu'il bosse. Déjà, qu'il vienne avec un physique, effectivement, qu'il apprenne à parler. Là, déjà, tu vois, il a 3 mois de taf devant lui dans le ring, au Performance Center, parce que là, le mec, il est totalement hors shape. Il n'a aucune crédibilité. C'est terrifiant quand on sait le combattant que c'était quand il était à l'UFC.
Ah Et bah là, surtout que je suis sûr qu'il peut démonter tout le monde encore dans le roster actuellement, mais par contre oui, pour faire du certainement. catch, il y a personne hein, là, non, c'est Ah ouais, fini. ouais, ouais, ouais. Et puis il y a zéro, quoi. C'était le néant, quoi. Mm. C'est Brock. Brock était le top babyface dans l'affaire, hein. et, euh, et merci Brock. Hein. Enfin, moi, j'étais content hein, que ça se termine très très vite. Hein. J'ai trouvé ça pourri parce que j'ai tout de suite compris que de toute façon, ça n'irait pas du tout dans le ring et qu'il fallait que ça se termine vite. En fait, si tu veux, ma grande inquiétude dans ce match, c'était que ils nous sortent un truc de l'espace avec un Cain Velasquez vainqueur, tu vois, en 2 minutes. Mm. Un truc Mm. avec Goldberg, quoi, tu vois. Ouais, un truc vraiment bien foutu. Même Goldberg est plus crédible encore dans le ring à 52 piges, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Bah, moi, j'ai donné le bénéfice du doute jusqu'à ce que je regarde sa prestation à la AAA. Hein. Tu m'avais dit que c'était pas bon. Effectivement, c'était pas bon. Hein. Ouais. Parce que moi, j'avais lu des retours, genre au Wrestling Observer, où ils disaient que c'était tout à fait correct. Non, pas du tout. C'était à chier. C'était à chier, ouais. Et voilà. Et là, c'est pareil. Voilà. Donc, Ken Velasquez, le gros pétard mouillé. Je suis très déçu parce que moi, je pensais qu'il y avait quelque chose derrière, mais en fait, non, il n'y a rien du tout. Mais bon, la bonne nouvelle. Moi, c'est un peu le paradoxe aussi. C'est un peu comme toi. C'est en fait, au final, moi, je suis vachement déçu de ça. Parce qu'il y avait un gros star power derrière ce truc-là. Ah Et oui, carrément, ouais. vous pouvez nous vendre un super combat. Et avec un Cain Velasquez dans une forme olympique, ayant bossé ses bases entre les cordes et tout, peut-être qu'effectivement, ouais, il y avait un énorme show stealer dans la perspective de ce match. Mais là, on a assisté à de la merde. Voilà. Oui. Simplement. Eh oui, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, donc grosse déception pour démarrer le show. Et on va enchaîner sur un truc bizarre, le plus long tag team turmoil match de l'histoire pour déterminer la meilleure équipe du monde. Ouais. Les belligérants, Ils étaient nombreux. ils étaient nombreux. Hein. Il y avait Les New Day, les les Viking New Day. Raiders, les Heavy Machinery, les Lucha House Party, Zack Ryder, Kurt Hawkins, les Revival, les OC, Ziggler, Robert Roode et la B-Team. Voilà. Go, go! Go. Donc pour déterminer la meilleure équipe du monde, mais il n'y a pas les Usos et il n'y a pas AOP. Donc c'est déjà biaisé dès le début. Ouais, il n'y a pas AOP, quoi, mais enfin, là, au niveau des tag teams, je ne sais pas quelles sont la proportion de ceux qui ne voulaient pas aller en Arabie Saoudite ou ceux qui n'ont pas été pris par choix. Mais si Bah, les les AOP, ils prennent déjà 2 places dans l'avion, chacun. Donc, ça, c'est pour une histoire d'économie, de budget. Puis les Usos, ils sont en cure de désintox, je pense. Ah, les Ouzo, ça va mal en ce moment. Ça va pas. Tiens, j'ai vu la vidéo de l'arrestation Comme Hardy. d'un des deux Usos, là, je sais plus lequel. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc, qui c'est qui démarre le match? Évidemment, Robert Roode et Dolph Ziggler, avec la belle entrée de Robert Roode qui malheureusement sert plus à rien. Quand il est en tag team, ça fonctionne pas. Mais c'est pas grave. Ils affrontent pour démarrer les Lucha House Party. C'est Lince Dorado et Grand Métallique qui seront de la partie ce soir avec Kalisto en renfort hein, autour du ring. Notons que Grand Métallique est grimé en pentagone. Ouais, Grande Pour Métallique, Halloween. il a fait un très bon run. Ouais, très bon. Lince Dorado aussi, hein, ils ont fait des pirouettes dans tous les sens, c'était super. Ouais, mais j'ai trouvé Grande Métallique un petit cran au-dessus, moi, tu vois. Dans l'absolu, Grand Métallique, il est au-dessus de Lince Dorado, c'est sûr. Hein. Mais ouais, les deux sont assez spectaculaires dans le ring. Mais ils se font battre par Ziggler et Roode. Hein, les roublards, une petite technique, je te fais une petite diversion. Je te passe par derrière, je te fais un Glorious DDT. Et les Lucha House Party sont éliminés. Et ensuite, c'est l'arrivée de Zack Ryder et Kurt Hawkins qui se font défoncer assez rapidement. Très rapide. Zigzag, hein, au bout de à peu près 30 secondes. Ils se font dégager voilà, très vite. C'est Heavy Machinery qui prend la place. Donc eux, on les connaît, hein, ils sont costauds. Il y a Otis qui est apparemment très over, très populaire hein, en Arabie Saoudite. Parce que si j'ai bien compris, ils n'arrêtaient pas de demander à ce qu'ils viennent dans le ring. Ou alors ils demandaient autre chose, mais je ne sais pas c'était Très quoi. populaire partout parce qu'il est hyper over dans les weekly aussi. Enfin, en ce moment, lui, il a hype en ce moment. Il a la hype, Otis. Bah oui, non, ça c'était sûr. Hein. Il fait rigoler avec son Caterpillar, il est marrant, il gueule, il a le micro. C'est un bon catcheur au plus. Hein.
je vous recommande, à NXT, il avait fait un match contre Adam Cole qui était assez super, quoi. Donc Heavy Machinery finit par battre Dolph Ziggler et Robert Roode grâce au compacteur. Bon, après que Otis se soit fait... Non, c'est Tucker qui s'est fait un peu malmener pendant un bon moment, et puis finalement, il y a le hot tag d'Otis, et c'est la victoire de Heavy Machinery. C'est le New Day qui débarque derrière. Le New Day, donc désormais, c'est plus que Kofi Kingston et Big E, hein, puisque Xavier Woods est blessé actuellement. C'est le New Day qui bat Heavy Machinery, par tomber avec leur finish habituel. Ils enchaînent, ils déboîtent la B-Team aussi, Curtis Axel et Bo Dallas, souvenez-vous. Ils se font défoncer assez rapidement. Rest in peace. Rest in peace. Deux grands projets de Triple H, hein, j'aime à le rappeler, Bo Dallas et Curtis Axel. The New Day donc survit et affronte The Revival. The Revival, les champions actuels de SmackDown. Ouais. Voilà, qui vont utiliser toutes leurs petites manœuvres de filou, hein, les spécialistes de la division tag team, mais ça ne suffira pas pour battre le New Day, qui réussiront à chipper la victoire, mais le Revival est mauvais perdant, donc ils vont attaquer Kofi et Big E après leur défaite. On va envoyer Big E dans les escaliers de fer, on va faire le finisher sur Kofi. Et donc, c'est du pain béni pour les Aussie qui débarquent juste derrière et qui vont pouvoir se défaire du coup assez rapidement du New Day qui arrive quand même, hein, bon an mal an, à résister un petit peu, mais les Aussie ils sont trop frais. Donc les Aussie battent le New Day et ensuite c'est les Viking Raiders qui débarquent. Et les Viking Raiders qui se défendent un petit peu, mais qui se font battre clean en fait par The Aussie, Gallows Anderson. Dans une fin anticlimatique au possible, j'ai envie de dire. Ouais. Je sais pas si tu l'as vécu comme moi, mais j'ai pas compris. Ils ont perdu. Ils ont été transparents, quoi, les Viking Raiders. Mais il n'y a pas eu de match quasiment entre les Viking Raiders et les Aussie. Ça a été à une vitesse, mais incroyable, quoi. Je reviens pas que les Viking Raiders se soient fait déboîter comme ça par les Aussie. Surtout à cette vitesse-là, je me suis dit, bon, bah voilà, on arrive sur la dernière phase, les deux dernières équipes. On va avoir droit à 5-6 minutes quand même, quoi. Bah non, Ouais. pas du tout, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça très très long, hein, ce tag team. Ouais. Il a beaucoup, Interminable. Hein. même avec des équipes éliminées au bout de 2 minutes ou 30 secondes, comme Hawkins et Ryder, j'ai trouvé que c'était interminable, qu'on n'en voyait pas le bout de ce truc-là. Voilà. Après pour les aussi, moi je trouvais. Je suis partagé parce que sur un plan de booking, je trouve ça pas mal parce que c'est bien que les aussi débarquent dorénavant à un rôle là avec Styles, champion US, avec aussi Best in the World Tag Team. Tu vois, il y a de quoi faire un promo là. Ils ont une coupe, hein, faut savoir, un petit peu comme Shane O'Mac l'année dernière. Voilà, et puis un titre de meilleure équipe du monde là, qui vont pouvoir revendiquer. En veux-tu, en voilà, dans les semaines qui viennent. Et effectivement, je trouve que c'est aussi assez malin pour les mettre un peu over, un peu crédible à côté des AJ Styles sans les faire forcément gagner des ceintures qu'ils seraient obligés de perdre assez rapidement. Ouais. Et puis un truc à signaler, c'est qu'il n'y avait aucune ambiance pendant ce match, hormis un peu avec les New Day, quoi. Ouais. J'ai trouvé l'ambiance pendant ce match, mais totalement pourrie, quoi. C'était vraiment pendant l'opener, c'était largement en faveur de Lesnar, mais là, ce tag team turmoil derrière, comment l'ambiance elle s'est effondrée à ce moment-là. Et comme tu l'as dit, c'était anticlimatique parce que les aussi ont festoyé dans l'indifférence générale, quoi. Ouais, carrément. Ouais, je pense que le public a été un petit peu tué par la rapidité du premier match, hein, tout simplement. Et puis, c'est pas avec la B-Team et Zack Ryder et Kurt Hawkins qu'on va réveiller les gens, quoi, hein, de toute façon. Et puis, effectivement, la fin anticlimatique complètement. Donc, voilà, c'est ça. C'est une ambiance qui est bien retombée. Et puis, maintenant, on sait pourquoi on fait pas des turmoil match avec autant d'équipes généralement, parce que en fait, c'est trop long. Mais alors, la foule va se réveiller là, parce qu'il y a le héros qui débarque, le régional de l'étape, Mansour. Souvenez-vous de Mansour, qui affronte Cesaro. Donc, Cesaro, vous le connaissez, c'est Jobber to the Star, hein, qui perd tous ses matchs. Et Mansour, donc la petite vedette locale, le Saoudien qui a, dans le premier show qu'ils avaient fait en Arabie Saoudite, il avait pris le micro un peu parce qu'il avait gagné les try-outs, là, il avait été retenu.
Dans un show suivant, il avait gagné la Battle Royale. Et bah, ce soir, il a le droit à un match contre Cesaro. Entre-temps, on l'avait vu quelques fois à NXT, à 205 Live. Il ressemble un peu à Seth Rollins, mais en un peu plus basané, on va dire. Un beau gosse, hein, quand même, et qui catch plutôt bien. On a un match qui est bien disputé contre Cesaro. Cesaro, c'est spécialiste, hein, pour mettre over les jeunes, surtout quand les mecs, ils ont un peu de talent derrière. Donc du coup, on a vraiment un match très disputé, plutôt spectaculaire. Mansour qui peut sortir un petit peu tout ce qu'il sait faire. Cesaro qui va le pousser jusqu'au bout de ses limites, lui faire sortir son meilleur catch. Et on va terminer sur un fabuleux moonsault de Mansour, qui va arriver les épaules au sol de Cesaro pour le plus grand bonheur de la foule qui exulte. Il va prendre le micro, il va taper un petit speech en nous expliquant que c'était son rêve, que voilà, il y aura une star qui vient d'Arabie Saoudite à la WWE bientôt, que c'est que du bonheur, on est tous contents. Et puis on a eu peut-être le meilleur match de la soirée, je sais pas. Le meilleur match de la soirée, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cesaro est un putain de catcheur, quoi, et que voilà, sa losing streak permanente est triste parce que quand on voit un peu comment ce gars-là, il est capable de mettre en avant un jeune, c'est vachement bien. Mansour, tu l'as dit, c'est pas un manche dans le ring. Franchement, il est assez surprenant et du coup, le combat était plutôt rythmé, plutôt intense. Moi, j'étais plutôt emballé par ce match, ouais, parce que je m'attendais pas à, comment dire, je sais pas comment dire ça en fait. J'étais tellement emmerdé parce que d'un côté, tu vois, j'aime pas quand on sort un catcheur comme ça une fois par an, quoi. Et c'est Et assez bizarre, hein, ouais, et que le là, on booking le de sort Mansour. vraiment parce qu'il faut faire plaisir au prince, quoi. Mm. Et en même temps, voilà, on est dans le en même temps de la Macronie. Le mec est pas mal, le mec est pas mal dans le ring et du coup, ça a donné un bon combat. Ça a donné un bon combat de catch Ouais. avec tous les ingrédients qu'il fallait, c'est-à-dire les mecs bons entre les cordes, le public chaud, bouillant comme si c'était une finale de Coupe du Monde Mm. et un finish. Alors là, pour le coup, avec totalement pas anticlimatique, mais vraiment là, une explosion du stade. Voilà, derrière sa promo, elle vaut pas grand chose, mais voilà, le match le plus important de sa vie, voilà, il a gagné, Mm. il est on fire. Il m'a tellement fait penser à Rollins quand il a fait sa promo, le mec qui raconte sa journée. Voilà, hier soir je pensais ça, j'étais comme ça, j'avais mal au ventre, un peu trop stressé. Tu vois, des trucs dont on n'a rien à foutre en fait. Mais, mais bon, il avait quand même. Il avait la deliver que je n'ai pas là ce soir, par exemple. La façon de sortir son texte qui passait plutôt bien, et puis, Ouais. Non, mais il est c'était pas en mal. accord avec la foule, quoi. Ouais. Donc du coup, ça a donné un feel good moment pour l'Arabie Saoudite. Donc, et je pense que de toute façon, c'était totalement le plan. Voilà. Ouais, donc plutôt une réussite ce match. Et puis, bon, on aimerait bien le voir du coup le reste de l'année, le petit Mansour. Et puis derrière, une petite récompense pour Cesaro, hein, un petit run, petite ceinture, un petit truc comme ça lui fera pas de mal. Puis un nouvel outfit aussi, parce que son pantalon et ses baskets, là, c'est dégueulasse, Cesaro. Euh, voilà, bon, c'était plutôt un bon moment. Ensuite, on enchaîne avec les paillettes, les strass, Tyson Fury, le champion de boxe, qui va affronter Braun Strowman. Alors, grosse entrée, hein, pour Tyson Fury, avec de la musique, des feux d'artifice dans tous les sens. Et puis après, on a un match. Tyson Fury, c'est tout juste catché, quoi. Donc, c'était pas bien. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Tyson Fury met une droite à Braun Strowman qui tombe à l'extérieur du ring, et c'est un décompte à l'extérieur du ring. Ensuite, Braun Strowman, après avoir perdu le match, il vient, il met un running power slam à Tyson Fury. Il lui dit je t'avais dit que c'était mon ring. Et puis il s'en va fâché. Tyson Fury, il vend même pas le power slam, hein. Il se relève tout de suite juste après. Ça, c'était honteux. Voilà, j'ai détesté ce match. Je sais pas si t'as quelque chose à sauver de ce truc.
Alors, deuxième bouse. Moi, j'ai trouvé ça totalement à chier. Hein. Alors là, ce soir, je suis pas en mode positif. Hein. Quand même, je pense que être un chroniqueur enthousiaste à catch-up, mais là, j'ai du mal. Hein. Là, pour moi, c'était de la merde. Fury, il s'est même pas porté un tombé correctement. Ça, c'est quand même, je veux dire, la base de la base de la base de la base. Tu sais porter un tombé, mec, si tu viens faire du catch, quoi. Même si c'est un one shot à 10 millions de dollars. Ouais, je crois que ça a été un des plus mauvais. Je sais qu'on n'a pas vu ça depuis qu'ils avaient ramené des gars du Geordie Shore là ou je sais pas quoi, à une certaine époque. C'était vraiment minable. Ouais. Voilà, zéro sur toute la ligne. Strowman peut même pas sauver ça. Et de toute façon, le pauvre, je lui en veux même pas, hein, Braun Strowman. Hein. On lui a demandé de se coucher sur une fausse droite à 2 francs 50, voilà, et se faire compter 10 dans le ring. J'étais bien content qu'il vienne mettre un power slam pour rappeler que lui, c'est un vrai catcheur. Mais Et l'autre, il se relève 2 secondes derrière, quoi. mais j'allais enchaîner là-dessus, tu vois. On est en accord, mon ami Ringside. J'étais pas. Scandaleux. J'ai incroyable, le mec, il se relève derrière, quoi. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter avec ça. Voilà, dégueulasse. Donc, qui retourne faire de la boxe, là, Tyson Fury, si c'est bien son vrai nom. Ouais, voilà. Voilà, ne venez plus nous importuner. Nous, on veut regarder du catch, pas des grands connards, là, qui font de la merde. Ah ouais, là, c'était pourrave, mais alors, à un point. Là, je me mets à la place de quelqu'un qui regardait du catch un peu occasionnellement pour la première fois et qui tombe sur une bouse pareille. Il se dit, il s'est déjà tapé Lesnar, Cain Velasquez et on lui sort un Strowman Fury complètement cataclysmique. Cataclysmique. Voilà, une bouse intersidérale. Voilà. Et tu sais qu'on a eu des petits segments backstage un petit peu tout le long du show, avec Byron Saxon qui était là. Oui. Et là, on va voir R-Truth. Il n'y avait pas Jerry Lawler au commentaire, je te coupe. Il n'y avait pas Jerry Lawler au commentaire, j'étais très content. Ouais. Et il a interdit de séjour en Arabie Saoudite, peut-être. R-Truth, les frères Singh. R-Truth qui est entouré par les frères Singh. Mais il dit j'ai un plan. Et il se sauve, mais il se mange la porte derrière lui qui ne s'ouvre pas en fait. La porte était fermée. Et il tombe par terre. Et Samir Singh fait le tomber. Et on a un nouveau champion 24/7. Voilà. Wouh! Roll-up Championship. Roll-up Championship. Voilà, je suppose qu'entre-temps, R-Truth a dû le récupérer. On le verra sûrement sur YouTube. Alors ensuite, on a ce match tant attendu pour le championnat US. AJ Styles donc affronte le vainqueur de la Battle Royale dont on a parlé plus tôt dans l'émission, le sémillant Humberto Carrillo, dans un match qui m'a rappelé les pires heures de la division Cruiser à Monday Night Raw, c'est-à-dire un collier arrière pendant presque 5 minutes. Oh là là, ouais. 2 pirouettes et le babyface qui perd. Humberto Carrillo se prend un phénoménal forearm. Victoire de AJ Styles. Tout ça n'aura servi à rien. Le club original qui seul compte dans le monde savoure sa victoire. Peut-être été plus enthousiaste avec moi par ce match. Mais... Ma seule consolation, ça a été que. Parce que tu as le temps de ce match-là, parce que j'aurais été curieux. Alors, je vais te dire. C'est rapide. Et alors qu'en même temps, pourtant, c'est que AJ Styles, je sais pas pourquoi, il s'est lancé sur de la soumission à gogo, là. Ouais. Et en fait, si tu veux, alors effectivement, si c'était un problème de temps. 12-34. 12-34, ah ouais, quand même. 10 minutes, hein, ils avaient le temps de faire quelque chose. Ils avaient plus de 10 minutes, ouais, quand même, ouais. Et bah, c'est plus de 10 minutes, j'aurais aimé qu'on les donne à Andrade ou à Eric Rowan. J'ai beaucoup aimé voir l'opposition de style, par exemple, entre AJ Styles et Eric Rowan. Ça aurait été un match super intéressant, ça. Et Andrade, ça aurait été super intéressant parce que Andrade et AJ Styles, c'est le genre de mec avec qui je pense qu'il peut y avoir une super alchimie. Humberto Carrillo, c'est très bien pour lui, je le répète, c'est un jeune, c'est bien que les jeunes aient leur chance en pay-per-view, même dans un house show à 250 milliards de dollars. Mais là, c'était un match moyen, quoi. J'ai pas, tu vois, j'étais un peu, un peu la tronche enfoncée dans l'oreiller et puis limite à tomber un peu, quoi. En weekly, je me serais peut-être endormi comme ça. Ouais, clairement. Un non-match, enfin un non-match, si. Pas un non-match, mais pas un match de pay-per-view. Ouais, moi j'irais pas jusqu'à dire que c'était un non-match, mais je dirais que pour le lustre de la ceinture US, ça aurait été bien quand même qu'on ait un truc. En plus, tu vois, ce qui me gêne, c'est que le fait que ça soit Humberto Carrillo, on sait tous que AJ Styles va gagner. Voilà, il n'y a absolument aucun doute avant même que la cloche résonne.
Il n'y a aucun doute sur le fait que Jay Styles va gagner. Tu aurais eu Rowan ou Andrade qui serait arrivé, on serait dit le Styles, il est peut-être en position compliquée. Complicated position. Bah non. Non, rien du tout. Rien du tout. Puis on l'avait déjà vu le match en weekly, il me semble. Mais On bon. l'avait vu lundi dernier. Voilà. Donc, tout ça, c'est une redite. Mais ils ont peut-être la version tronquée en Arabie Saoudite. Alors, oui. La version internationale où il manque des matchs. Donc, ils l'ont peut-être pas vu, et Jay Styles Carrillo à la télé. Peut-être que le public n'était pas rencard avec le rôle du lundi passé, quoi. Moi, je l'étais, alors du coup, ça fait chier. Voilà. Allez, on passe au moment historique de la soirée. On est grossier ce soir, les amis de catch-up. Désolé, Ouais, mais c'est vrai. On n'a pas été élevé comme ça. normalement, on est moins grossier que ça, mais là, franchement, quand même, on vient déjà de vous retrouver quand même quelques bouses, intersidérales, comme dit mon side. C'est pour faire de l'audience. On est obligé d'être un peu trash. Ouais, quelques gros mots, un peu de trash talk, ça change. C'est ça. Mais bon, on va essayer de revenir dans le droit chemin. Alors, le match des Grognas, donc, Natalia et Lacey Evans qui débarquent en t-shirt et puis en look total couvert de la tête aux pieds. Non, ils ont quand même les droits aux cheveux. Pas de la tête. Non, Pas de c'est la vrai. tête. C'est vrai. Je suis mauvaise langue. Donc 7 minutes 21 d'un match qui ressemble à s'y méprendre, un match d'entraînement au Performance Center. Victoire de Natalia sur le sharpshooter, évidemment. Ouais. Et un brisage de kayfabe après, absolu, quoi. Comme Ouais, on avait rarement vu. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un brisage de kayfabe comme ça. elles se sont fait un câlin. Elles étaient très heureuses d'avoir fait l'histoire, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai pas vraiment regardé le match, je te cacherai pas. Bon. Quoi donc? Pourquoi donc? Parce que ça faisait quand même 3h35, un truc comme ça. Donc à un moment donné, il faut aller faire pipi, manger un truc. Donc voilà, j'ai vu un peu le début. J'ai vu que ça irait pas loin. Je me suis dit, c'est bon. Voilà. Mais c'était bien quand même ou... Ah bah écoute, c'était une redite de leur rivalité dans les weekly qu'il y a eu pendant plusieurs semaines. Elles s'étaient affrontées 3-4 fois, je crois, en tout, au moins 4 fois, je crois, sur différents weekly, etc. Donc elles ont fait une redite. Si certains ont vu le dernier match qu'elles ont fait à Raw l'une contre l'autre, c'était à peu près la même chose, puisque sur les 5-6 derniers moves, c'est exactement la redite de la dernière victoire de Natalia, quoi, avec le moonsault, avec le moonsault de Lacey, etc. Écoute, moi, là, pour le coup, je vais être un peu positif. Le match en lui-même est complètement oubliable. Je l'ai déjà oublié, en l'occurrence. Mais complètement oubliable. Mais finalement, la question n'était pas là. Sortie du contexte, etc. Et du fait que c'est pas parce que Natalia et Lacey Evans sont catchés en Arabie Saoudite que demain, la cause des femmes en Arabie Saoudite va aller beaucoup mieux. Mais ça a un côté historique dans tous les cas de figure. Le public a été vachement bien, à part au tout début de l'entrée de Natalia, parce que quand ils ont jeté des cailloux, non. Non, ils lui ont balancé une bouteille d'eau. Ah ouais? Ah merde, tu vois, j'étais pas loin. Il y a un mec qui a balancé une bouteille d'eau. Donc bon, mais en fait, ça a été tout de suite éteint parce que le public, par contre, derrière a immédiatement réagi et du coup, il y avait vraiment une belle ambiance pendant le match des femmes, quoi. Puis le fait qu'elle brise le kayfabe comme ça, c'est tellement rare que du coup, et puis j'ai senti les deux filles vraiment hyper émues et puis de manière sincère, quoi. Tu vois, il y avait de la sincérité derrière tout ça. Et je sais pas qui elles ont été voir après ringside, parce qu'elles ont été voir apparemment les deux femmes qu'elles ont été voir, c'était vraiment spécifique et apparemment ça leur tenait à cœur particulièrement de voir ces deux femmes-là. Elles se sont fait des bisous, des câlins, des machins, elles se sont parlé nez contre nez. Bref, elles devaient se connaître. Je pense qu'elles avaient fait la teuf la veille. Ouais. Ça doit être la responsable de la communication de l'Émirat saoudien et voilà, la ministre des Sports. Et puis quand même un truc pour Lacey Evans et Natalia aussi, je pense inoubliable pour ces deux femmes, c'est que elles ont eu droit à une entrée 5 étoiles, quoi, avec une pyro, mais Natalia de toute sa carrière, même à WrestleMania, elle a jamais eu ça, quoi, jamais eu pyro pareil, quoi. Ah ouais, il faut quand même voir que le show il est somptueux au niveau réalisation. Mais la production du truc, c'est un truc de psychopathe, quoi. Du début à la fin, ça n'arrête pas.
c'est des trucs de dingue, quoi. Pendant l'entrée de Brock Lesnar, mais t'as vu le feu d'artifice qui a été tiré derrière le virage du stade, quoi. Mais c'était Ouais. démentiel, quoi. Et donc, du coup, les femmes ont eu droit à ce traitement aussi. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Et pour finir sur le truc des femmes, bah, est-ce que, enfin, je sais pas quel était l'état d'esprit des deux nénettes. Et un truc que j'ai regretté, mais parce que ça, c'est pour faire une dédicace à un de nos Discorders sur le catch-up, qui avait, je crois que c'est Papy, qui avait dit que ce qui serait sympa, c'était que Lacey Evans arrive effectivement couverte de la tête aux pieds, mais en Marines, Mmh. tu vois. Et moi, je Ouais, trouvais histoire l'idée, d'avoir un peu de hit. ouais, voilà, histoire d'avoir un peu de hit et tout ça, je trouvais l'idée très sympa. Bon, finalement, elle est venue, voilà, habillée à peu près quasiment comme Natalia. Mmh. Mais c'est quand même un truc historique, le premier match de catch de l'histoire féminin en Arabie Saoudite, croulant sous les pétrodollars et la pyro. Voilà, que dire de plus. Mmh. Belle avancée pour les droits de la femme. Bon, alors ça, par Euh, contre, je n'irai pas sur ce terrain-là parce qu'après, on rentrerait dans de la géopolitique et si tu veux, si je commençais à creuser sur vraiment ce que je pense, là-dessus, ça serait un peu compliqué. Je crois que je l'ai dit un peu au début, si tu veux. Pour moi, c'est pas ce match-là qui va faire avancer la cause des femmes en Arabie Saoudite. mmh. Mais Non, moi, j'aime bien dire des conneries. ouais, ouais. Mais, non, mais c'est pas forcément une connerie ce que tu. Moi, je trouve pas forcément que ce soit une connerie ce que tu dis. Non, d'un côté, ça fait avancer, mais effectivement, c'est rien du tout sur les vrais combats qui doivent être faits Oui, sur les vrais combats à mener. dans la vraie vie. Hein. Quelque part, si je commençais à partir sur les valeurs et les machins, Mmh. je serais presque tenté de te dire que normalement, un pay-per-view en Arabie Saoudite, c'est quelque chose que dans ma sensibilité, je boycotterais normalement. Je le regarde parce que j'aime le catch à la folie Mmh. et que du coup, je ne peux pas m'empêcher de regarder les combats, même si ça se passe en Arabie Saoudite. Ouais, Mais elle a raison. le contexte est quand même vachement particulier sur ce house show plus XXXXL. C'est vrai. On a des mesures, mais c'est. Et le show business, la paix dans le monde. Hein. Faut passer par là. On va dire ça aux Yéménites, on va dire ça Ouais, aux Syriens, on va dire ça à plein de gens. mmh. Ah, il y a du boulot encore, hein, mais bon, Alors, vous voyez, peuple de ketchup. on vient juste commenter un show de catch. Hein. Mais ouais, peuple de ketchup. Si vous voulez qu'on parle politique, on fera un podcast politique. Ouais, si vous faites qu'on fasse de la géopolitique catchesque, ça Ouais. serait assez drôle. Dites-le nous dans les commentaires. Ouais. Allez, le gros morceau de la soirée. Ouais. Un des gros morceaux, parce qu'il y avait beaucoup de gros morceaux hein, qui sont rêvés. C'était un petit peu rassis au final, ce gros gâteau. La team Hogan, la team Hulk Hogan, hein, la légende Hulk Hogan, l'immortel Hulk Hogan, Hollywood Hulk Hogan, Hollywood Hogan, affronte la team du Nature Boy Ric Flair, la légende Ric Flair. Roman Reigns, Rusev, Ricochet, Shorty G, Chad Gable, comme on l'appelait dans le temps, et Ali, Mustafa Ali, comme on l'appelait dans le temps, affronte Randy Orton, King Corbin, Baron Corbin, comme on l'appelait dans le temps, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura et Drew McIntyre. Donc les gros baraqués méchants contre les gentils virevoltants, hein, un petit peu, et Rusev, le cocu, magnifique. Bon, bah, ça se fout sur la gueule gentiment. Bah, c'est surtout Ricochet qui se fait malmener et Ali aussi, hein, qui servent un petit peu de serpillière pendant un bon moment. Shorty G aussi. Et puis finalement, il y a un gros comeback de Roman Reigns. J'ai pas de souvenir de trucs vraiment frappants dans ce match. Ça se termine sur Roman Reigns qui met un spear à je sais plus qui. Mais c'est bien la Team Hogan qui gagne. Hein. C'est la Team Hogan qui gagne, ouais, bah ouais, c'est la Team Hogan qui Après gagne. 19 55 de match. Quand même. Ouais, je sais pas, il n'y a pas eu de gros spot ou Ah ouais, bah tu vois, c'est marrant, moi j'ai pas eu cette sensation-là. Bah tu vois, moi j'ai trouvé justement que c'était un gros spot fest. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un 5 contre 5 de ce calibre-là, dans le sens où bah, les mecs, j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu. Je peux pas dire que j'ai monté au flapon, non, au plafond. Hmm. Mais si tu veux, en fait, j'ai trouvé que chacun avait bien livré sa partie, qu'il y a eu
pour moi, les deux MVP, c'est Drew McIntyre et Roman Reigns. Ouais, Drew McIntyre était impressionnant. Hein. Roman Reigns fait un run de quand il rentre, il met longtemps avant de rentrer parce qu'il a fallu laisser la place aux 4 autres. Mm. Il a eu la phase, le cocu magnifique donc qui affronte le Lashley, qui réussit à choper un peu le Lashley, un peu à se tabasser entre eux. Et l'entrée de Roman Reigns, c'est énorme parce que aussi, encore une fois, le public, comment le public il était derrière Roman Reigns, mais alors il a eu une pop mais stratosphérique quand il est rentré, Roman Reigns, et quand il est rentré sur le ring pendant le combat, à nouveau une pop stratosphérique avec un ouah qu'on n'avait pas entendu aussi fort depuis très longtemps. Et du coup, j'ai trouvé que la fin du combat était bien foutue, avec le contre de Ali sur le Orton qui récidive un contre sur le RKO. Reigns qui commence à envoyer du Superman Punch et du Suicide Dive sur les heels, là, c'était assez ouf, quoi. Et avec Rousseff sur la rampe qui commence à faire du ménage dans tous les sens. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Hein. Et finalement, c'est quoi la fin? Ça se termine. Ouais. Ça s'inspire de Reigns sur Orton. Voilà, c'est un spear de Reigns sur Orton. Et ouais, ben justement, c'était ma dernière surprise, ça. C'était le fait que Orton se fasse piner, quoi, que le capitaine de l'équipe. Tu vois, j'étais vachement étonné que Orton ait accepté de se faire piner, quoi. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était un combat pas mal. C'était assez rythmé, etc. C'était pas grandissime, mais c'était pas mal. Et comme j'avais un doute pendant les weekly, j'en avais parlé, je savais pas quelle était la stipulation du combat. Et quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de stipulation, que c'était au premier tombé, quoi, je me suis dit, bon, bah voilà, du coup, ça va durer un certain temps. Et puis chacun va placer un peu ses moves traditionnels. Et puis finalement, c'est ce qui s'est un peu passé, mais dans un bon rythme. Ouais. Ouais, c'était pas dégueulasse. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un peu plus de cassage de meubles. Mais c'est resté assez soft là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être un peu ce qui manquait, c'est peut-être un peu ce qui a enlevé un peu du piquant à ce match. C'est que finalement, un 5 contre 5, bah, ça aurait été bien d'avoir une table de commentateurs brisée, quelques chaises, tu vois, un petit candlestick qui vient faire la part du lion. Ouais, ça c'est vrai que ça a manqué de piquant à ce niveau-là. Du coup, voilà, c'était pas mauvais, mais pour moi, c'était pas transcendant. Notons quand même le costume de Ricochet, qui était déguisé en personnage de My Hero Academia, je crois. Et, Ouais, j'aime bien les cosplays en pay-per-view. Ouais, bah, il avait pas celui du meilleur goût, là, pour le coup. Ouais, celui-là était pas génial. Ouais, moi non plus, j'étais pas fan. Hein. Mais bon, mais par contre, bon, encore une fois, il a eu un gros momentum dans le combat. Il a été pas mal mis en avant. Et puis moi, ce que j'aime avec lui, c'est que voilà, il affronte les balaises, quoi. Il n'y a pas de problème et que tous les balaises, il les prend, quoi. Mais bon, encore une fois, celui qui m'a fait une impression vraiment énorme, c'est Drew McIntyre. Ah, Drew McIntyre, hein, pour moi, hein, c'est main event. Je suis booker à la WWE. De toute façon, moi, Drew McIntyre, il rejoint le main event direct, quoi. Il rentre dans la title picture sans coup férir, quoi. Ce mec, putain, je comprends pas hein, qu'il n'y ait pas quelqu'un à la WWE qui dise non mais allez, on arrête les conneries, les mecs avec Drew McIntyre. Mais je dirais même qu'il devrait être face comme il était à NXT, hein, Drew McIntyre. Ouais. Ah mais pourquoi pas. Il n'a pas de raison d'être heel plus que ça. Mais même de toute façon, quel que soit son alignement, ce gars-là, pour moi, c'est de l'or en barre, quoi. Pour moi, il n'est pas utilisé comme il le faut, mais bon. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui sont mal utilisés, mais là, c'est un peu bizarre d'avoir un mec qui a un peu le total package et qu'ils n'arrivent pas à en faire quelque chose, quoi. Ça, c'est quand même très, très inquiétant. Ouais, bah il y en a d'autres. Ouais, comme tu le dis, malheureusement, c'est pas réservé qu'un Drew McIntyre, c'est quelque chose d'assez général. Après, on se dit que bon, c'est normal, vu un peu la quantité du roster, voilà le nombre de catcheurs qui gravitent sur les 3 brands, tu te dis que bon, effectivement, c'est toujours dur de faire son trou hein, là-dedans, quoi. Mais voilà. Mais on manque cruellement de babyface. Voilà, faites de Drew McIntyre un babyface. C'est pas la peine d'en faire l'alcoolique de King Corbin, ça sert à rien. Ou de Bobby Lashley. Bon, enfin bref. Donc, c'est Hulk Hogan hein, qui sort grand vainqueur de cette
cette rivalité qui était, ma foi, plutôt fun avec Ric Flair. Hein. Mais moi, il m'a fait marrer Ric Flair sur les dernières semaines. Les promos yaourt, là, c'était quelque chose. Hein. Avec IRM, on a tenté des décryptages pendant les reviews des weekly, hein, mais c'était très très compliqué. Hein. On arrivait à traduire que, 25% de ce qu'il racontait, le Rick. Hein, et puis le reste, on improvisait, comme lui. C'est ça, il faut. Voilà, mais il a encore le feu, sacré Ric Flair, c'est impressionnant. Et puis Hogan, à part dire Let me tell you something, brother, il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà. Ouais. Hogan, il ressemble vraiment à un sosie de Hulk Hogan maintenant. C'est plus vraiment ça. Il va aller affronter Vince McMahon à. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu qu'il est complètement dingue. Hein. J'ai vu qu'il voulait un dernier match, quoi. Mais il est fou. Mais ils veulent mourir sur le ring, ces mecs-là. Ouais, je crois. Ou alors ils ont vraiment besoin d'argent. Je pense que ouais, c'est certain. De toute façon, c'est certainement lié à l'argent. Hogan, il a d'énormes problèmes financiers de toute façon depuis des années. Donc j'imagine que Hogan, l'Arabie Saoudite, pour lui, c'est du pain béni, quoi. Ouais, là ils ont dû se faire un bon paquet de biens. Là, clairement, de toute façon, j'avais vu quelques trucs circuler sur les cachets, même pour les locardeurs, je peux dire, les gars, ils y vont courant. Il y en a quelques-uns qui ont encore un peu d'éthique, qui refusent d'y aller, les Daniel Bryan, les Kevin Owens, on peut les citer quand même. Hein. Les Sami Zayn, les Aleister Black, les. Sami Zayn, peut-être Aleister Black. Après, je pense que sur Kevin Owens ou Daniel Bryan, il faut aussi voir, eux, c'est des pères de famille qui n'ont pas envie de partir trop loin. C'est pas forcément du politique. Mais ouais, non, mais je dis pas forcément. Tu vois, le Miz, il a pas bougé non plus. Tu vois. Ça n'a pas bougé non plus, ouais, c'est vrai. Après, dans les catcheurs qui étaient là, je pense qu'il y en a aussi certains qui sont papas, des mecs comme ça. Je pense à Shelton Benjamin, par exemple. Voilà, bon. Mais c'est après, de toute façon, que leur raison soit politique ou pas politique, si tu veux, quoi. Les absents ont toujours tort, j'ai envie de te dire. Donc, dans un 5 contre 5, là, les mecs, ils sont là pour prendre du momentum, pour prendre un gros chèque. Et je pense que ça a marché. Ouais, allez, grand spectacle pour ce match-là. Et on va arriver tout doucement au main event de la soirée. La redite du scandaleux final de Hell in a Cell. Honteux! Le honteux final de Hell in a Cell. Le champion de l'univers, Seth Rollins, affronte The Fiend Bray Wyatt dans un Falls Count Anywhere match. C'est-à-dire que le tombé peut être fait n'importe où dans l'arena, dans le stade. 21 minutes 21 de match, donc toujours plongé dans cette lumière rouge, hein, qui fait donc qui est donc maintenant la marque de fabrique des matchs de Bray Wyatt. Seth Rollins se détruire assez rapidement, hein, par le Bray Wyatt qui est donc désormais instoppable quand il a son masque de démon là, de clown ricanant gore sur le visage. Ça va aller, on va aller à l'extérieur du ring, hein, on va aller partout. On va enchaîner des curb stomps sur la tête de The Fiend qui est increvable, hein, il va se relever de tout. Hein, après un finisher, on se relève à 1, même au décompte de 1. C'est pas grave. On va enlever les protections au-dessus du sol là, à l'extérieur du ring pour essayer de fracasser le crâne de Seth Rollins. Ça ne suffira pas, le champion quand même est batailleur, hein, il va vendre chèrement sa peau. On va aller jusque sous le Titantron, on va enchaîner encore les curb stomps sur la tête de The Fiend. Et on va se retrouver au-dessus des caisses de rangement, du matériel, de la technique, du coin de gestion des feux d'artifice. Et Seth Rollins va finir par balancer The Fiend à travers ces caisses, à travers la technique. Il y a des explosions, des étincelles, le feu, ça part dans tous les sens. On pense que The Fiend est mort. Seth Rollins et la sécurité descendent pour aller vérifier que l'homme est bien décédé. Seth Rollins fait le ménage des caisses, mais il y a une explosion, ça l'aveugle, se prend dans ses yeux. Et là, c'est le retour de The Fiend qui ressort tel un cadavre hors de sa tombe, qui attrape Seth Rollins, qui lui fait manger ses doigts. Et après, on lui fait un petit Sister Abigail sur le sol en dur. Et c'est le tombé. 1, 2, 3. Seth Rollins, lui, il n'est pas surhumain, il ne se relèvera pas. C'est la victoire de The Fiend. Un nouveau champion est couronné, un démon, un être démoniaque.
On éteint les lumières, ça se rallume, et Démon brandit sa ceinture sous le titantron. Victoire donc de Bray Wyatt, qui emmène la ceinture à SmackDown. Défaite de Seth Rollins. Match très violent, très jusqu'au boutiste. Très déjà vu aussi, on est pas mal dans la redite de ce qui a été fait à Hell in a Cell finalement, avec juste la fin qui change. Il y avait une petite clause en plus, c'est-à-dire que le match ne pouvait être arrêté que par un tombé ou une victoire. Pas comme le naufrage Hell in a Cell. Voilà, le couronnement de The Fiend. Est-ce qu'ils sont rachetés à tes yeux avec ce finish, avec ce match ou pas du tout? Ouah, racheter, je sais pas s'ils avaient besoin de se racheter. De toute façon, c'était tellement pourri la dernière fois que de toute façon, ils pouvaient pas faire pire. Moi, je voyais pas comment ils pouvaient faire pire. Pour moi, la grosse surprise, c'est la victoire du film parce que moi, je pensais vraiment que Rollins allait gagner. Mais par contre, j'étais totalement satisfait de la victoire du film. Alors, le film, c'est Mister No Sell. Il ne scelle rien, il ne vend aucun coup. Le curb stomp est devenu un bah, je sais pas, une espèce d'une espèce de prise qui n'a plus aucun, plus aucun impact. Il en a mis combien? 6, 7, 8? Oh, on a bien dû atteindre la dizaine. Hein. Oh, en tout et pour tout, sur les 20 minutes de match, ouais, on a dû bien atteindre la dizaine. Donc justement, il y avait beaucoup trop de curb stomp à mon avis, quoi. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Après, moi, je fais partie de ceux dont, par exemple, le fait de l'ambiance rouge pendant les matchs du film, etc. Moi, surtout que ça me dérange pas. Moi, je trouve que, je sais que Sin Cara, par exemple, s'était fait beaucoup chier dessus à l'époque où, quand il avait débuté dans le roster, parce qu'on mettait des lumières, des lumières ambiance fédérée mexicaine, et ça plaisait pas du tout. Et là, de ce que je vois de la vie globale, apparemment, ça plaît pas du tout. Donc, je suis content d'être un peu à l'inverse. Et moi, ça me dérange pas du tout cette ambiance rouge sang là. Et après, bah écoute, la fin c'était un peu what the fuck-esque, quoi. Tout ce truc là derrière les caisses de prod, voilà, avec ces explosions, on sait pas d'où ça vient, on sait pas ce que ça peut foutre là. Bon, c'est un peu too much, mais ça va bien avec le personnage du clown, quoi, je trouve, quoi. Donc c'est du clown maléfique. Donc écoute, j'ai pas été super emballé, mais j'ai trouvé ça globalement plutôt pas mal. Peut-être un petit chouïa trop long. On aurait peut-être pu faire un petit peu plus court. Mais finalement, bah, avec tout le no-selling qu'il y a eu pendant tout ce combat, bah, c'était bien de voir le Finn gagner. Parce que, bah voilà, bah, ok, il fait du no-sell, il est indestructible, donc à la fin, il gagne. Voilà, à la fin, en 2 prises, Mandible Claw, Sister Abigail, bam, il démonte le champion, et puis voilà, c'est vendu. Et finalement, bah, moi, j'adhère à ça. Ouais, ça je peux comprendre. J'aurais préféré qu'on ait ce finish-là à Hell in a Cell. Tout aurait Voilà. été bien dans le meilleur des mondes. Ah, mais oui, voilà, là, tu parles d'un scénario idyllique, quoi. C'était ça. Voilà, Ce qu'on est en train de parler là, c'est ce qu'on aurait dû parler le jour de la review d'Hell in a Cell. exactement. Et là, malheureusement, pour moi, le match, c'était vraiment trop une redite de ce qu'on avait vu à Hell in a Cell. Donc, je suis jamais rentré à fond dedans. Voilà, je regardais la montre un petit peu. Et à Et noter aussi que les Saoudiens, encore une fois, Rollins était presque le heel pendant ce combat. ouais, bah, il y a un gros problème avec Seth Il y a Rollins un en gros ce problème moment, avec qui Rollins en pue, ce moment-là. Là, ça pue, hein, là, ouais, ça pue la merde en ce moment. ça pue la merde pour Rollins. On dirait Ah, qu'il s'est ouais, chié ouais, ouais. dessus avant de venir au ring. Mais C'était le Fiend avait le public au taquet derrière lui, ouais. et Rollins, il a même fait une apparition promo, quoi, tu vois, pendant le pay-per-view, quoi, à un moment où il a Mm, tchatché avec, je sais plus, avec Caruso ou je sais plus qui, ou René Young, enfin je sais plus. Et, mm, la réaction du public a été vachement négative, quoi. Et tu sais, c'est pas une hit en plus bien sale, bien, tu vois, non, c'est mm. vraiment une hit, un truc où, ah non, vas-y, ça fait chier, qu'est-ce que tu fais là, toi? On, Tu vois, on donc, t'aime pas. ouais, ouais, on t'aime pas, quoi, voilà, quoi. Ah bah voilà, c'est Bray Wyatt la nouvelle star maintenant. Donc. Ouais, ouais, Bray Wyatt est clairement là, ouais, et clairement sous les feux, sous les sunlights des tropiques. Mm. Finalement, c'est un peu lui le babyface dans l'histoire et c'est Seth Rollins le méchant, hein, puisque c'est Seth Rollins qui part tout de suite dans des délires à sortir les chaises, parce qu'il peut rien faire contre The Fiend. The Fiend, lui, d'accord, il a un petit peu attaqué en traite, mais Et il après, a je sais rien pas, vraiment. moi Pardon. j'aimerais bien avoir ton avis sur un détail. C'est que moi j'ai jamais trouvé Bray Wyatt extraordinaire dans le ring. C'était un fantastique catcheur entre les cordes. C'est un catcheur moyen avec de la puissance.
Mais je trouve que dans le cadre de ce personnage de The Fiend, bah, finalement, le fait qu'il soit un peu moyenasse dans le ring, et bah, c'est bien parce que c'est plus ou moins caché par l'ambiance lumineuse, par le fait que bah, justement il ne nocelle rien. Donc du coup, moi, bah, tu vois, ça passe mieux Bray Wyatt dans le ring depuis qu'il est dans ce personnage de The Fiend. Donc du coup, je voulais savoir un peu ce que toi, tu as ton ressenti là-dessus. Ah ouais, je suis plutôt de ton avis. Et je pense que Bray Wyatt, il avait un catch qui correspondait pas vraiment à son personnage et à ce qu'il dégageait. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus le fait que voilà, le no-selling, là, ça rentre parfaitement dans le personnage. Et il faut continuer là-dessus. De toute façon, on l'avait dit depuis le début, il faut que The Fiend, ce soit un personnage qui démonte absolument ses adversaires. Mais oui, il faut qu'il soit indestructible. Et Ça, voilà, après, c'est pas ça, grave c'est bien. s'il va pas faire des moves techniques de fou. Moi j'ai quand même un gros problème avec le Sister Abigail, que je trouve que c'est une prise assez moche, hein, que j'aime pas du tout. Mais pour le reste, sa routine dans le ring, je trouve plutôt efficace maintenant qu'il a ce personnage euh, complètement imbattable, bigger than life, un peu surréaliste là. On est dans le, plongé dans un film d'horreur quoi quand il débarque. Donc c'est un truc assez novateur. Enfin novateur, ça rappelle l'Undertaker quoi, hein, clairement, ou Kane à la grande époque. C'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec Finn Balor. Et pour moi, c'est plutôt, pour l'instant, c'est plutôt bien joué. C'est vraiment dommage qu'ils aient merdé comme ça le finish d'Hell in a Cell. Encore une fois, si on avait eu le finish qu'on a eu là à Hell in a Cell, on partait sur une très bonne voie. Maintenant, c'est un peu en demi-teinte cette victoire de The Fiend, et il va falloir pas faire d'erreur pour la suite des aventures de Bray Wyatt là en tant que champion. Ouais, maintenant, ouais, mais voilà un truc qui me. Mais pour le coup, tu vois, moi, ça me hype. Donc, moi, je suis content de Et voir un peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec ce personnage du Fiend et voir un peu quel genre de règne ils vont lui offrir. Est-ce qu'il va avoir un long règne, un règne court, mais avec des rivalités qui vont rebondir derrière. Je suis très, 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 très curieux de voir comment ils vont gérer le cas The Fiend. puis très heureux de la défaite de Seth Rollins, ça, il était temps Ouais, qu'il perde mais la ça, ceinture parce qu'on n'en peut plus de cette ouais, histoire. ouais. Bah, là, ouais, j'avoue que ouais, là, ça fait quand même. Là, on se plaint, même avec IRM et tout, hein, on s'est beaucoup plaint des promos de Seth Rollins, de l'alignement totalement bizarre qu'il y a du relationnel qu'il a avec le public ces derniers temps. Voilà, ouais. Il y en avait Alors, marre. Et depuis quand il était champion là j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'il était champion là. Mais c'est pas WrestleMania c'est WrestleMania, c'est là du match contre Lesnar à WrestleMania. il me semble. Hein. Peut-être, ah ouais, hein, Bah donc oui, ça fait puisque un moment. Lesnar, il est revenu, il a gagné l'autre titre. Eh oui, eh oui. Ah ouais, donc. Ou alors il y a eu le Money in the Bank. Hein. Alors que moi, je l'aime plutôt bien, cette Rollins. Je trouve que c'est un super bon gars entre les cordes. Oui, mais alors il faut le faire tourner heel. Hein. C'est un très Mais mauvais babyface depuis trop ouais, longtemps. Hein. c'est clair. Là, mais Qui là, revienne l'architecte, là, le mec ouais. L'architraître. voilà, l'architraite, Ça, c'est ça. ça lui allait très bien, ouais. Ouais, allez, c'était parfait. Ça a été déjà, il a eu le pire face turn de l'histoire des face turns. Et puis son règne était complètement insipide là de champion. Ah ouais. Non, il faut qu'il redevienne, voilà, qu'il redevienne l'architraître. Là, la Voilà. gueule, et voilà, et tout le monde sera à sa place. Et puis Redonnez-nous un Seth Rollins vicieux et méchant. c'est ça. Voilà. Alors j'ai peur qu'ils osent pas le faire parce qu'ils le considèrent comme le top guy de la fédération. Mais bon, faut, à un moment donné, si ça marche pas, ça marche pas. Hein, faut lâcher l'affaire. C'est pas un draw, hein, Seth Rollins, donc ça sert à rien. Voilà, c'est pas un mec qui remplit des stades, Seth Rollins. Voilà, quand on dit draw, quelqu'un qui fait venir des gens, qui fait acheter de la marchandise, etc., etc. C'est un bon main eventer. Effectivement, il a sa place en haut de l'affiche, mais c'est pas un mec qui va remplir des stades. Seth Rollins. Ah non, c'est pas lui qui pose des culs sur des sièges. Voilà, exactement. Voilà, donc là maintenant on va tester Bray Wyatt, on va voir ce que ça donne. Et puis pour la suite, on est toujours inquiet de savoir qui deviendra le nouveau top guy parce que Bray Wyatt, pour l'instant, moi j'ai pas d'inquiétude pour lui. Hein. Il est hyper over ouais. auprès du public, hyper over auprès des officiels, hyper over auprès de ses collègues qui arrêtent pas de dire que c'est un mec hyper créatif, hyper gentil, bosseur et tout. En plus de ça, catcheur de deuxième ou troisième génération. voilà, c'est quand même le fiston de Mike Rotunda et IRS, c'est pas rien pour moi. Pour vous, c'est peut-être un détail, mais et du coup,
Et il est un truc vachement important, c'est qu'il est hyper over sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Où Ouais. c'est Firefly Funhouse, c'est segments, c'est machins, c'est revu et revu et re-revu, quoi. Donc il est dans le momentum là en ce moment là. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils en fassent quelque chose de bien. C'est ça. Mais c'est déjà mal barré. Alors, on va voir. On va voir. Ah ouais. On va voir. Ouais, parce que d'un autre côté, Reigns, je sais pas, il végète. Je sais pas si- Ah mais Roman Reigns, depuis le retour de sa rémission, il est en mid-card et il a pas Ouais, bougé de la mid-card pour l'instant. c'est quand même bizarre. Là, il est parti dans une Et- rivalité avec le baron. C'est un up mid-card, c'est un up mid-carder, mais malgré tout, il est mid-card et pour l'instant, il est absolument pas tourné vers quoi que ce soit depuis le début. Ça fait maintenant, on parle pas, c'est pas comme si ça faisait 3 semaines. Hein, là, ça fait des mois et des mois que ça dure comme ça, quoi. Je crois qu'il est revenu quand? Il est revenu en février, en mars. Ça doit être ça. Ça doit être Voilà. ça. Et bah, depuis mars, tu peux regarder tous les weekly, tous les pay-per-view, etc. Il n'a fait que des combats de mid-card. Il n'a eu aucun title shot. Mhm. Il est voilà, mais moi je l'aime bien, Roman. Mais Ouais, bah c'est pour ça. Moi, j'aimerais bien, à la limite, avec tout ce qu'ils ont fait pour le construire, c'est un peu dommage de le faire végéter là maintenant. Hein. ouais, mais C'est il y a censé être John Cena. Hein. je sais pas, peut-être qu'il y a des raisons, voilà, des trucs. Ouais, il est peut-être pas au top de la forme non plus. Hein. Il est peut-être pas, voilà, non plus dans une top de forme. Enfin, quand on voit un Roman Reigns, je suis désolé, et puis qu'on voit un Cain Velasquez. Ouais. Mais moi, pour moi, il y a quoi? Il y a 3 galaxies d'écart entre ces deux mecs-là, quoi, tu vois. Non, mais Ken Velasquez, alors là. Oh là là. On me le ressortira celui-là. Les awards de la fin de l'année, là, je peux te dire que ça va saigner. Hein. Ça va Ouais. saigner pour Cain Velasquez. Hein. Ça va se bousculer au portillon là pour choper le trophée du pire catcheur de l'année. Ah, Voilà, ben c'était ça Crown alors. C'était ça, hein, le show tant attendu. Ben on va passer au mot de la fin. On va donner un top, un flop. Ah bah, j'ai l'impression que je sais qu'est-ce qui va être le flop. ah ouais? Et puis une note aussi. Ok, et ben écoute, le flop, Il y a du monde. ouais, ça se bastonne devant la porte. Hein, et c'est la porte de saloon qu'on prend dans la gueule. Mm. Écoute, j'aurais envie de balancer les portes de saloon dans la gueule de pas mal de monde dans ce Mm. vidéo, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont. Les tabourets et les crachoirs. Alors, j'aurais pu, pour vraiment les auditeurs fidèles de Catch-Up qui nous suivent toutes les semaines, et je vous en remercie, hein, les gars, quoi. Et les filles, j'espère qu'il y a des filles. Présentez-vous, les filles. Envoyez un CV, là. On aimerait bien avoir une chroniqueuse féminine. C'est vrai. Et du coup, j'avais fait un back-to-back avec Cain Velasquez cette semaine, puisque je lui ai donné mon flop à Raw et SmackDown. Tu vois. Ah. Donc, voilà. Ah bah Et tiens. je fais le three-peat, mais je vais pas faire ça en fait, parce que je vais quand même donner mon flop à Tyson Fury. Ouais. Parce que je veux dire, moi je fais, si vous allez tout savoir sur ma vie, mais moi je fais 1m78 et je fais 77 kilos. Je n'ai jamais été catcheur de ma vie, je ne serai jamais catcheur professionnel à l'âge que j'ai de toute façon. Mais moi, je sais faire un tombé. Je sais poser un tombé parfaitement même. Un super tombé spectaculaire, un vrai beau. Et je sais même mettre un roll-up si vous voulez. Quoi. Voilà. Et voilà, je suis totalement raccord à ça. Ma fille me félicite sur la qualité de mes tombés. Mais qu'un mec comme Tyson Fury soit pas foutu de faire un tombé présentable, putain, mais là, la teon, mec, shame on you. Donc Tyson Fury, je te mets mon flop dans ta gueule. Et j'aurais pu dire DTC, mais je ne le dirai pas car je resterai poli et qu'on a été suffisamment grossier dans cette émission, bordel de merde. Ah, tu es en colère là. Donc Kate Velasquez, numéro 2, Tyson Fury, putain, un flop, mais un flop d'or. Un flop d'or entouré de bouse. Voilà. Que les choses soient dites. Voilà. Bon, je suis énervé, les amis. Voilà. Ouais, alors, on va falloir se calmer. Calmons-nous. Ouais, calmons-nous. Respirons un grand coup. Le top, qu'est-ce qui était top? Il n'y avait rien qui était top, il n'y a que de la merde. Il n'y avait rien qui était top. J'arrive même. Parce qu'il y a eu des trucs. Soit c'était de la merde, soit c'était moyennasse. Le type Turmoil, c'était trop long. Le machin, le 5-5, c'était moyennasse. Avec un peu de Spotfest et un peu, heureusement, Drew McIntyre et Roman Reigns. Le US, c'était moyennasse, voire poussif, voire carrément pas terrible.
C'est trop dur cette émission, elle est trop difficile, les amis, j'ai besoin d'un Lexomil. Je vais le donner à qui, mon top? Pour le symbole, je donnerai à Natalia et Lacey Evans. Mais c'est ouais, C'est mais la facilité. Hein. ouais, c'est la facilité, puis c'est pas du catch, quoi. Voilà, quoi. Pour le coup, c'est pas du catch que je récompenserais. Bon, allez, je vais le donner. Je vais le donner au Find pour sa prise de titre. Parce que c'était surprenant, parce que ça se passe en Arabie Saoudite en plus. Que j'aime bien la lumière rouge. Tu vois, Parce que c'est là, bien la lumière rouge. j'ai les yeux rouge sang à cause de Tyson Fury et Cain Velasquez, donc c'est bien dans le thème de ma review de pay-per-view. Donc je vais donner mon top à la prise de titre pas au match en lui-même forcément, hein, mais vraiment à la prise de titre du démon clownesque No Seller. Voilà. Ok. Et ma note, oh là là, comment je suis hyper emmerdé avec ma note, quoi. Oh non, il y avait trop de merde, hein. Franchement, c'est pas moi. Il y avait trop de trucs pourris, je vais lui mettre un simplement 2. Simple. Oh, bah, eh bien, dis donc. Ah mais ouais, là franchement, je suis. Et pourtant, et en plus, j'ai quand même lu plein de bonnes choses hein, sur ce pay-per-view. Hein. J'ai vu Mais plein de. oui, j'ai vu que plein de gens étaient Ah mais contents. ouais, mais moi je crois Le qu'on est meilleur dans la show de minorité. l'histoire de. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Ringside, parce que du coup, il y a plein de gens qui vont pouvoir nous défoncer dans les commentaires. Quoi. Vas-y, Droop, lâche-toi. Tellement on est vraiment des merdes. Vas-y, Droop. Et Ça puis, sent le pouce vers le bas, ça. Le pouce. ça sent le pouce rouge, mais allez-y, mettez-nous des pouces rouges parce que là, j'ai vraiment vu que franchement, la majorité était vachement satisfaite de ce pay-per-view. Quoi. Ouais, Moi, je mets un simplement 2. Mais d'ailleurs, Ah, partenaire, je te fais le tag. bam! Mais Giscal hein, était satisfait de ce truc. Giscal, apparemment, était C'est pas pour balancer sur les copains, mais. enthousiaste. Enfin bref. Ouais, bah moi, le flop, bah, je vais le mettre à Tyson Fury et je vais lui mettre dans le. Et. Ouais, parce que c'est pas possible. Hein. Ah non, c'est pas possible. Faut venir entraîner, faut venir avec un minimum de talent, un minimum de sérieux, et le fait de ne pas avoir vendu le Power Slam à la fin, ça c'est. Ah ouais. C'est C'est une insulte à l'ignoble sport, quoi. ah ouais, carrément. Non. Voilà. Tyson Fury, plus jamais. En plus, il paraît que c'est un facho et un homophobe. Là, il se fait remettre. Bah voilà, va te faire foutre, Tyson Fury. Tyson Fury va te faire foutre. Donc, le top, ouais, bon, moi je vais prendre la solution de facilité, je vais le donner aux filles. Je suis content pour elles. Et la note, moi je mets 0, hein, c'est bon. Hein. Vos pay-per-view de merde là. Je suis content que vous fassiez du pognon, mais voilà, je suis content que les femmes soient représentées, mais au final c'était de la merde, je me suis fait chier comme un rat mort. Voilà, plus jamais ça. J'ai une vie difficile en ce moment, donc parce que j'aurais aimé qu'on me fasse rêver un petit peu, et c'était pas du tout le cas. Donc voilà, 0 pointé pour Crown Jewel. Moi, je suis un peu pareil là-dessus. Moi, je suis un peu en mode vie de merde aussi. Et j'espérais, en me tapant ces 4 heures de bouse, que ça allait un peu me mettre de la joie dans mon petit cœur et dans ma vie. Bah, ça n'a pas été le cas. Ouais, ça n'a pas été le cas. Donc la haine féroce envers la WWE, mais pas bien longtemps, hein, puisque le lendemain, on a eu SmackDown. Et sans vous spoiler, SmackDown, c'était plutôt de la bombe cette semaine. Particulièrement surprenant, ouais, ce SmackDown cette semaine. On vous en reparlera. Voilà, exactement. Soyez là pour la review de SmackDown. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter rager sur tous les bons sites de streaming de podcasts que vous pouvez trouver sur le marché, hein, que ce soit iTunes, là, PodCloud, Tous les liens sont dans la description. Voilà, tout est dans la description. Comme dirait le patron, le IRM. Voilà, on est dans YouTube aussi. Hein, vous pouvez mettre des pouces rouges, des pouces bleus, des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce pay-per-view de merde. Mettez plein de pouces rouges, rouges. Voilà. De la haine. On veut de la haine. On prend la haine. Les rageux, les haters, allez-y. Voilà. Vous avez adoré ce pay-per-view? Giscal, viens nous mettre un carton dans les commentaires. Voilà. Ah oui, hein, on voit les gens qui ont une belle vie. Épanouis. Bon. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut que je vous dise? Il y a Twitter qui existe aussi, Facebook, tout ça, les trucs qui existent depuis 10 ans, là, Instagram, bordel. Voilà, venez, abonnez-vous. C'est gratos, hein, donc autant en profiter.
Et puis, Chris, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Ringside, pour une review fleurie, à la fois sympathique, beaucoup plus sympathique que le pay-per-view en lui-même. C'est vrai, on s'est beaucoup plus amusé. Et on espère que vous êtes amusés à nous écouter, hein, autant que nous à faire cette review. Et puis on vous dit à très bientôt pour les reviews de Raw, SmackDown et compagnie. Ciao, ciao les amis. Salut Ringside. Salut peuple de catch-up. Go fuck yourself, Furry, quoi. Furry, non mais une honte pour tous les catcheurs professionnels de cette planète.